On va peut-être ouvrir la partie séminaire de cette rencontre du CA. Et donc, sans perdre beaucoup de temps, je vais faire une petite introduction. Voilà, à notre collègue. Donc, je vais lire, une fois n'est pas coutume, puisque c'est un collègue qui a écrit l'introduction. Donc, mesdames et messieurs, chers collègues, nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir au sein de ce séminaire qui fait suite à notre conseil d'administration du GEMDEV, une chercheuse dont les travaux résonnent avec une acuité particulière dans le contexte actuel de transformation profonde du monde du travail, Madame Juana Torres Sierpe. Sociologue de formation et chercheuse au sein de l'INRIA, Madame Torres Sierpe consacre ses recherches à l'analyse des dynamiques contemporaines du travail, en portant une attention spécifique aux enjeux soulevés par le développement et la diffusion de l'intelligence artificielle. Son approche rigoureuse et son engagement intellectuel l'ont conduite à explorer les mutations complexes à l'œuvre, interrogeant dans les formes émergentes de travail derrière l'IA que les nouvelles configurations du travail avec l'IA. Aujourd'hui, elle nous propose une communication intitulée Le travail derrière l'IA et le travail avec l'IA, réflexion sur les Suds. Ce titre engage une réflexion essentielle sur la manière dont ces transformations, souvent analysées à partir de contextes occidentaux, se manifestent et sont vécues dans les pays du Sud. Il soulève des questions cruciales concernant les chaînes de valeur globales, les formes de dépendance technologique, les opportunités et les risques spécifiques pour les économies et les sociétés des Suds face à cette nouvelle vague technologique. Nous sommes particulièrement intéressés par la perspective critique et contextualisée que Mme Torres Sierpe apportera à cette discussion. Son expertise nous permettra, sans aucun doute, d'enrichir notre compréhension des enjeux globaux du travail à l'ère de l'intelligence artificielle et de saisir les spécificités des défis et les opportunités pour les pays en développement. Je vous invite donc à accueillir chaleureusement Mme Juana Torres Sierpe. Voilà. Donc le collègue qui a écrit, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, s'appelle Monsieur Alexandre Gorithme. Toutes ces informations sur moi? Il avait toutes ces informations sur toi. Ah ouais? Je n'ai pas changé une virgule. Oh là. Ce qui m'a fait. Ok. Bon, ça me fait flipper un peu, mais bah oui. Donc, c'est évidemment a été entièrement rédigé par une intelligence artificielle. Je n'ai fait qu'entrer un prompt très simple qui disait je dois introduire une séance d'un séminaire suite au conseil d'administration du GEMDEV par notre collègue dont l'intitulé c'est ça. Et paf, voilà ce qui m'a sorti. Après, j'ai eu tout un mal fou à lui faire dire son nom. Voilà. Mais il a inventé un nom. Son nom à lui, il voulait pas me le dire. Et il a fini par me le dire. Oui, voilà. Voilà, donc sans plus attendre quelque chose de beaucoup plus intéressant. Puis ensuite, ça m'a permis quand même d'aller voir tes papiers. Ça, c'était très... Voilà, c'est bon. Voilà. À moins que je me... Il ne s'est pas franchement trompé dans le renvoi au papier, en tout cas que j'ai pu constater que tu as écrit. Voilà. Bon, merci. Oui, bonjour à toutes et tous. Oui, bon, je m'appelle Juana Torres Sierpe. En fait, je suis sociologue docteur aussi en sciences sociales et je travaille à INRIA aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez, notamment dans une structure qui s'appelle Laboria. Le Laboria fait des études sur l'impact de l'introduction, le déploiement de l'intelligence artificielle dans le monde du travail, dans le sens ample. Et je n'ai pas pu avoir mon ordinateur avec moi, donc je n'ai pas mes notes avec moi. Je vais essayer ça avec ma mémoire, que j'espère qu'il marche bien. Et aussi, je dois vous dire, bah, le français, c'est clair, c'est pas ma langue. Du coup, parfois, je peux inventer des mots et des choses, mais normalement, ça, je me fais comprendre, normalement. Du coup, j'espère que ce soit le cas aujourd'hui. Non, c'est pas grave, je vais essayer comme ça.
De toute façon, c'est mes travaux. Normalement, je suis censée de me rappeler des choses que je fais. Non, mais il y a quelques papiers que je fais il y a longtemps. Donc, je risque d'oublier. Bon. En tout cas, merci pour cette invitation et je suis très contente de pouvoir participer ici. Je dois dire que ça qu'on appelait mes travaux antérieurs à INRIA, je l'ai fait au sein d'un laboratoire qui s'appelle Deep Lab, qui s'est dirigé par Paola Tubaro et Antonio Casilli, et avec qui je fais un postdoc, un long postdoc en tout cas, où j'ai enchaîné quelques postdocs avec eux. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai travaillé sur le travail derrière l'intelligence artificielle, notamment en Amérique latine, mais aussi un peu en France et en Espagne, mais notamment en Amérique latine. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette image que j'ai mise sur la présentation. Et cette image, c'est l'image qui a gagné les prix Sony en 2023, je crois. C'est un photographe allemand, Monsieur Eldel Gansen, je ne me rappelle plus son nom de famille. Et au moment qu'il devrait recevoir son prix, il a annoncé qu'en fait, c'est une image générée par une IA. Et DAL-E, c'est une IA générative qui aujourd'hui est d'accès ouvert à tout le monde. Et cet artiste a rejeté les prix pour dire, en fait, moi, je voulais expérimenter avec vous si les jurys étaient capables de distinguer entre une image générée par une intelligence artificielle et une image générée faite par un être humain. Du coup, elle a dit, je vais rejeter ces prix-là. Et en plus, il a dit, je voulais vous rappeler des risques, par exemple, les fausses informations qui circulent sur Internet, etc. Donc, il y a pas mal de provocations de ce type autour de l'intelligence artificielle, mais il y a assez peu sur les conditions des travailleurs derrière l'intelligence artificielle. Et c'est un sujet qu'on voit moins parce que, par différentes raisons, je ne vais pas faire un spoiler de ma présentation, mais vous le verrez à continuation. Donc, moi, je planifiais ces schémas parce que j'étais informée que c'était un public qui ne connaissait pas trop les sujets. Du coup, je me suis dit commencer par les débuts, bien par les débuts. Donc, je commence à parler sur le concept de digital labor, que c'est un concept en anglais, qui c'est un peu la base pour comprendre qu'est-ce que c'est la production de la valeur euh, derrière l'intelligence artificielle. Ensuite, je vais parler du travail qu'on fait nous tous et toutes, le travail en tant qu'utilisateurs et utilisatrices d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Pour continuer, pour parler, qu'est-ce que c'est le travail rémunéré derrière l'intelligence artificielle ou mal rémunéré ou assez peu rémunéré. Après, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est les micro-travail ou mal nommé micro-travail parce que peut-être c'est pas assez micro, c'est énorme quand même, ou appelé travail de clic aussi. Après, je vais faire un focus sur l'Amérique latine et notamment le Venezuela et je vais vous expliquer pourquoi. Après, et pour finir un peu sur les réflexions de travail avec l'IA, ça qu'on fait aujourd'hui à Laboria. Donc, pour commencer, les digital labor. Qu'est-ce que c'est les digital labor? C'est la production de... ça veut dire en fait que chaque clic qu'on fait sur Internet va générer de la valeur. C'est-à-dire que dès qu'on utilise nos GPS, nos téléphones, nos ordinateurs, on va produire de la valeur. Donc, ça c'est important parce que nous aussi, on est quelque sorte travailleurs et travailleuses du clic. Et l'origine de cette notion, on peut la trouver sur ces bouquins-là, Digital Labor. Et en fait, la première fois qu'on parle de Digital Labor, c'est lors d'une série de conférences organisées par le sociologue Trevor Schultz, qui, je crois qu'il est anglais, je ne sais pas trop si il est anglais, non,
sont réfléchis autour de cette question. Est-ce que le travail qu'on fait en tant qu'utilisateur pour une activité qui nous plaît, et que c'est pas du travail, peut être considéré du travail? Et en fait, justement, les sous-titres de ces livres d'Internet as Playground and Factory montrent en fait les enjeux de cette question. Les playgrounds, c'est la zone où les enfants vont jouer. Donc, et ça, c'est la partie, est-ce que les activités de loisirs, etc., peuvent être considérées du travail. Et factory, ça évoque l'idée du travail dans le sens marxiste, dans ces cas-là. Et en fait, là, justement, il y a par exemple cette question si notre production passive peut être considérée travail. Et il y a notamment un article de Terranova, une dame de nom Terranova, qui elle prend les deux notions de free labor, de free en anglais, c'est-à-dire gratuite et libre. En fait, ça marche aussi en espagnol, donc ça c'était facile pour moi. Et donc, la question, en fait, si nous, les utilisateurs ou utilisatrices, nous pouvons être considérés de travailleurs et travailleuses, si on réfléchit par exemple au travail de femmes, dans la reproduction sociale aussi, qui c'est pas rémunéré, mais c'est un travail, on pourrait dire que la question est déjà résolue, parce qu'en fait, le travail pas rémunéré peut être considéré un travail. Ça, c'est une chose qu'on pourrait dire à ce niveau-là. Mais la notion de digital labor va nous montrer qu'il y a un travail pas payé et un travail mal payé, mais payé. Il y a ces deux types de travail. Et, non, c'est là. Non, ça marche plus. Ouais, d'accord. Donc, comment est-ce que ce travail, on peut dire en général, qui est fragmenté et externalisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a différentes formes d'externalisation. Une des formes, c'est le travail d'utilisateur et utilisatrice, aussi des plateformes, mais aussi il y a la sous-traitance normale. Sous-traitance, on dit en français? Oui. Normal, par exemple les BPO, que c'est Business Process Organization, je pense, qui c'est des entreprises, par exemple, on va voir un exemple, mais des entreprises situées en France, basées en France, qui vont sous-traiter des petites entreprises au Madagascar. On va avoir un exemple, mais il y a cette manière aussi d'externaliser et fragmenter ce travail aussi. Et pourquoi le digital labor est fragmenté et externalisé? Tout simplement parce que pour un coût pas élevé, au contraire, très peu, un coût très bas, on peut trouver un main-d'œuvre gratuite partout, dans tout le monde, avec une hétérogénéité énorme, parce qu'on peut avoir dans un clic différentes langues, différents pays, différentes cultures, religions, etc. Et pourquoi les entreprises font ça? Parce que c'est moins cher, tout simplement. Et d'accord. Là, je vais commencer à préciser pourquoi nous, nous sommes des travailleurs de clic aussi, sans le vouloir ou sans le savoir. Il y a différentes formes de production de la valeur par nous, les utilisateurs, les utilisatrices. Il y a une manière que c'est la classification, l'automatisation et la monétisation. Donc, pour vous donner des exemples, vous avez déjà vu les captcha où il faut dire, je ne sais pas combien de voitures vous voyez dans ces images-là. Ça, c'est un captcha qui ça va servir, par exemple, à automatiser de la voiture automatique. Ça, c'est un travail qu'on fait. Ou chaque fois qu'on doit accepter ou pas les cookies, les fameux cookies, c'est aussi, ça va servir pour la publicité des différentes entreprises ou
Wikipédia, que c'est un travail que les gens, les utilisateurs font de manière gratuite. Ça va servir par différentes choses, mais un exemple classique, c'est le chat GPT. C'est lui qui a fait l'introduction sur moi-même. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez qu'est-ce qui s'est passé derrière l'histoire de chat GPT au début, à ses origines. Mais le chat GPT a été conçu par une entreprise qui s'appelle OpenAI, AI, et la française. Cette entreprise, en fait, a travaillé avec une base de données qui collectait différents sites Internet et ça a servi comme base de données pour entraîner le chat GPT. Donc, déjà, là, on voit un travail de nous, les utilisateurs, comme je vous ai expliqué. Et ensuite, vu que les réponses de la première, deuxième, troisième version de ChatGPT, il y avait des réponses un peu parfois à la limite censurables, bon, pas très correctes. Ils ont dû corriger de manière manuellement les réponses. Et pourquoi de manière à la main? Parce qu'en fait, les intelligences artificielles, jusqu'à aujourd'hui, bah, on peut voir, on peut débattre qu'est-ce que ça va passer dans l'avenir, mais jusqu'à aujourd'hui, on peut dire qu'elle manque de la capacité de discernir. Donc, parfois, il y a deux choses qui peuvent être prononcées pareilles, mais qui sont pas, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, là, on a besoin de les êtres humains. Par contre, ça, c'était sous-traité au Kenya. Bah, l'entreprise est aux États-Unis, la petite entreprise est au Kenya, et les travailleurs travaillaient pendant des journées à $1, $2 par heure pour corriger des choses un peu, parfois, difficiles même pour la santé mentale, etc. Et donc, ça, c'est le travail qu'on peut considérer le travail de nous, les utilisateurs et utilisatrices. Après, pour comprendre qu'est-ce que c'est le travail rémunéré derrière l'intelligence artificielle, ça c'est, je suis sociologue, du coup je suis pas technicien de l'intelligence artificielle, donc mon explication peut paraître simple, mais c'est comme ça que je l'avais compris la première fois. Derrière les algorithmes, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, si on regarde, on cherche sur Internet images des chiens, pour avoir les résultats, que c'est la troisième image, et l'algorithme a dû être entraîné par milliards des images où il y avait des chiens, mais pas que des chiens avec un chat, des chiens avec un renard ou avec une personne. Donc chaque image a dû être étiquetée. Étiquetée, je ne sais pas, ou annotée. Je pense que non, mais je pense que la traduction, c'est plutôt annotée. Bon. En tout cas, les travailleurs devaient étiqueter uniquement les chiens, et ça avec milliards des images pour avoir ces résultats. Donc, à la base, c'est ça un peu le travail qu'on appelle le travailleur du clic. Ça, c'est un peu pour comprendre la base. Mais après, ça, c'est un schéma développé par Paola Tubaro, la collègue avec laquelle j'ai travaillé, bah, la directrice de ce projet aussi. Donc, elle, avec des autres personnes, ont conclu qu'il y a trois manières de travailler et de manière rémunérée pour l'intelligence artificielle. Trois étapes plutôt. La première, c'est entraîner l'IA. Quand on parle d'entraîner l'IA, c'est pour la préparation des données et aussi pour la génération des données. Après, il y a une autre étape qui s'appelle la vérification, c'est quand on doit corriger les résultats, les réponses de l'algorithme, comme le cas de ChatGPT que je vous en parlais tout à l'heure. Et après, il y a aussi une imitation de l'intelligence artificielle. Ça veut dire tout simplement une fausse intelligence artificielle. On va voir un exemple, mais c'est en fait qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, il y a des personnes qui sont en train de faire la tâche pour laquelle l'intelligence artificielle était normalement censée la faire. Donc,
pour vous donner des exemples particuliers, par exemple, ça c'est l'entraînement, c'est un peu la même idée que je vais vous expliquer, mais ça c'est une tâche qui peut sembler bon, très simple, mais vraiment il faut délimiter de manière très précise, pas comme l'image parce que là c'est pas précis, mais de manière précise dans toutes les images. Ça c'est un exemple clair des tâches que les travailleurs derrière l'intelligence artificielle doivent faire par ça. Et par exemple, quand on parle de reconnaissance des images, ça, ce sont des sujets qu'on traite normalement aussi. Bah, c'est ça qu'il y a derrière. Après, l'étape de vérification, un exemple commun de correction de l'algorithme, c'est aussi l'algorithme des réseaux sociaux. Par exemple, le Facebook ou TikTok, ou je ne sais pas quel autre réseau la jeunesse utilise aujourd'hui. Mais en fait, ça c'est intéressant parce que aujourd'hui, il y a pas mal de travail des modérateurs qui implique la correction de choses qui sont parfois violentes, qui vont avoir un impact dans la santé mentale. J'ai interviewé une fois une personne qui travaillait dans une plateforme, pas une plateforme, mais un réseau social. Elle m'interdit de dire laquelle. Mais en fait, par exemple, c'est pas seulement des contenus violents, mais il faut être un peu formé. Parce que chaque plateforme, chaque réseau a sa propre politique de contenu, donc pour laquelle lui, il travaillait. Il y avait des choses interdites et du coup, il devait savoir au niveau de la politique qui était le président, à quel président pouvait dire des choses qui étaient... Bon, il y avait tout un tas de choses qu'il devait savoir en amont. Du coup, et lui, il a fait une formation en sciences politiques. Donc, et c'est un travail mal payé, tout ça, mais quand même avec des gens qui sont parfois avec une formation assez élevée. Après, l'imitation. Ça, c'est, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces cas-là. C'est pas moi qui l'ai découvert, mais quand j'étais dans le projet TRIA, je ne sais pas si je dis que ça s'appelle TRIA. Bon, c'est les projets pour lesquels j'étais embauchée. On a fait des études sur l'Amérique latine. Il y a eu deux collègues qui sont partis au Madagascar au moment de leur thèse et ils ont découvert des travailleurs, des usines des travailleurs du clic qui étaient sous-traités par des entreprises en France. Et à un moment donné, en 2022, je crois, il y a une petite entreprise, un start-up qui a vendu une caméra de surveillance qui était censée détecter tous les vols possibles en temps réel et prévenir les managers avec un message de texte. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucune intelligence artificielle. Normalement, les systèmes devraient être intelligents, mais ce n'était pas le cas. Mes collègues ont découvert qu'il y avait une petite maison à Madagascar où il y avait des gens qui regardaient les caméras partout. Et ça, sont des supermarchés on achète tous et tout de là. Et bah, je vais nommer, c'est Clément Leludec et Maxime Cornet qui ont découvert ça au Madagascar. Ça, c'est juste un exemple pour dire qu'il y a des intelligences artificielles qui n'existent pas, que c'est la fausse intelligence artificielle. Et ces trois étapes, vérification, imitation, parfois, ils vont être en même temps. C'est pas qu'une après l'autre. On peut trouver les trois aussi dans certains systèmes. Ensuite, je vais parler de les micro-travail ou peut-être mal nommé micro parce que, comme on peut le voir, parfois c'est un travail énorme et difficile, lourd. Donc, peut-être c'est pas les bons noms, mais c'est comme ça qu'on les connaît dans le milieu académique, les micro-travail. Et je ne sais pas si vous connaissez les plateformes de micro-travail et l'origine. Amazon. Amazon, c'est la première plateforme de ce type. Comment est-ce qu'elle est née? En fait, à l'année 2005, la plateforme Amazon avait des doublons de certains produits qui étaient nommés avec différents noms. Donc, pour éviter ces doublons, ils ont fait appel à leurs travailleurs pour dire est-ce que vous pouvez classifier, etc. chaque contenu et arriver à réussir à que ce soit un seul contenu. Donc, ils ont utilisé leurs travailleurs, de manière gratuite pour inventer
ce nouveau système ça va appeler plateforme de micro-travail. Et ça qui est drôle, c'est qu'ils ont pris les noms de cette image-là, les Turcs, que je ne sais pas si vous connaissez, mais les Turcs, c'est un système de... c'est... On dit les... Oui, non, 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 mais les échecs, les jeux... Oui, du coup, c'était une machine qui était censée de jouer automatiquement, mais il y avait une personne dedans. Donc, c'est intéressant que la même entreprise a nommé, a pris son nom de un système qui était un faux système d'intelligence. Ça explique un peu toute la contradiction de choses dans cette histoire. Donc, pour parler un peu des plateformes de micro-travail, on peut voir qu'il y a des caractéristiques typiques à ces plateformes. Par exemple, c'est un travail indépendant. Et ça ressemble beaucoup à l'idée des plateformes de livraison ou VTC, où les entreprises vont dire nous sommes des intermédiaires. Nous ne sommes pas des employeurs, nous sommes des intermédiaires. Donc, il n'y a aucune relation de travail. Et ça, c'est la base de toutes les plateformes et c'est la base pour dire nous n'avons pas de travailleurs. Ils vont utiliser un discours ou un vocabulaire qui essaie de dire vous êtes un collaborateur, vous n'êtes pas un travailleur, etc. La seule différence, c'est pas la seule, mais une des différences avec les plateformes de livraison et de VTC, c'est que là, dans ces cas-là, des plateformes de micro-travail, on peut voir une triangulation de la géographie, parce que les travailleurs sont dans un pays, la plateforme est dans un autre pays, et les clients qui vont commander la tâche à faire dans un autre pays. Ça qui joue contre un peu la régulation, la réglementation de ce type de travail aussi. Donc, c'est mal rémunéré, quelques centimes de dollars, ça je l'avais expliqué. Et après, une chose qui toutes les plateformes partagent, c'est l'obligation d'accepter les conditions d'utilisation. Même s'il n'y a pas normalement des conditions de travail, dans les conditions d'utilisation, on peut trouver des choses qui quand même demandent une obligation de la part du travailleur et qui vont donner un peu plus de pouvoir aux plateformes aussi. Comme par exemple, les clients peuvent choisir avec qui ils veulent travailler, ou par exemple, la plateforme peut dire on ne va pas payer la tâche, on se réserve les droits à payer la tâche, etc. Donc, voilà. Et je vais prendre un peu. OK. Donc, ça, c'était un schéma créé aussi par Antonio Casilli et Paola Dubaro, où on peut voir les types de microtâches qu'on peut trouver dans ce type de plateforme. Ça peut être la saisie des données, numération des documents, questionnaires, etc. Et aussi, il y a des plateformes de freelancing, le travail ubérisé, ça c'est les plateformes VTC et livraison. Donc, ça c'est un peu l'univers de travail derrière l'intelligence artificielle. Et là maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions, mais je peux vous parler un peu, faire un focus sur l'Amérique latine. Et comme je l'avais évoqué, ces projets, on l'a fait avec Paola Tubaro. Elle était la directrice de ces projets. C'est un projet qui s'appelle TRIA et le travail, je me rappelle pas, le travail de l'intelligence artificielle, éthique et gouvernance, quelque chose comme ça. Et l'idée, c'était faire une étude sur des plateformes en Amérique latine, l'Espagne. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tous les articles jusqu'à aujourd'hui, toutes les études ont eu un focus sur les pays anglophones. Parce qu'Amazon, c'était la première plateforme et du coup, il y a pas mal des articles, des études qui sont sortis par rapport à la langue anglophone, mais il n'y avait pas des études sur l'Amérique latine. Donc,
ça c'est intéressant. Et nous avons mené un questionnaire en ligne et aussi quelques entretiens en profondeur pour comprendre un peu la réalité. Comment on est arrivé à ces travailleurs que normalement on ne peut pas les voir parce que c'est pas évident. Nous avons posté une tâche sur une plateforme, bien payée en tout cas. Et là, on a réussi à avoir des personnes qui ont répondu les questionnaires et aussi des personnes qui ont participé aux entretiens, aux entretiens. Donc, il y a une chose aussi importante à dire, c'est que les plateformes vont jamais montrer ou dire les statistiques par rapport à la quantité de travailleurs, quel type de travailleurs, les pays, etc. Mais c'est pour ça que c'est important de faire des études de ce type, même si peut-être on ne peut pas généraliser ce type de résultats, ça nous donne quand même une idée de qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce cas-là dans des pays hispanophones. Et nos statistiques révèlent déjà que des choses un peu normales, c'est des gens de moins de 34 ans, la plupart des personnes qui travaillent dans ce type de plateforme, aussi que la plupart sont des hommes. Ça, c'est pareil avec les autres plateformes, mais quand même, il y a une présence des femmes un peu plus large que dans les autres plateformes. Et aussi, comme on peut imaginer, c'est un travail qu'on fait comme un travail, un complément d'un autre travail, parce que la plupart ont un travail principal. Aussi, c'est une population avec une formation importante universitaire ou technique et aussi qui ne vont pas se connecter normalement. Mais une chose qui a attiré notre attention, c'est deux choses. Dès qu'on postait l'idée de la tâche sur l'entretien, on recevait que des réponses des personnes de Venezuela. Donc, mais tout de suite, dans 5 minutes, on postait la tâche et dans 5 minutes, il y avait 30 personnes de Venezuela qui répondaient. Et un Colombien, etc. Donc, ça nous a fait réfléchir, peut-être qu'il y a quelque chose au Venezuela qui se passe. Et après, le questionnaire nous a confirmé un peu cette histoire. Par exemple, que les 76% des personnes au Venezuela dépendent de ce travail. C'est les revenus, les principaux revenus. Donc, nous avons mis un peu le focus sur le Venezuela pour comprendre qu'est-ce que ça passe. Au-delà de... on sait que c'est un pays où il y a une crise, où il y a eu une crise aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais c'est un pays qui a souffert d'une hyper-inflation, de la dollarisation. Au moment qu'on a mené nos entretiens et le questionnaire, les salaires, les minimums, les salaires minimum, c'était de 3 à 4 dollars, que je ne sais pas, ça volait 1000 bolivars. Aucune idée, je ne me rappelle plus, mais c'était vraiment, c'était vraiment un État en crise. Donc, on s'est dit, oui, c'est normal. Il y a des travailleurs qui vont gagner en dollars parce qu'en plateforme, on va gagner en dollars, pas dans la monnaie de Venezuela. Mais ça, c'est pas possible que ce soit la seule raison. Qu'est-ce que ça passe? Différentes choses. Mais une chose qu'on a découvert aussi, ça s'est produit d'un article qu'on a récemment publié. Et il y a différentes choses. Par exemple, le Venezuela, à différence des autres pays, normalement, la plupart des gens ont connu ce type de travail grâce à une personne un proche, la famille ou un ami. Et ça, c'était intéressant parce qu'en fait, ça nous indiquait que c'était un sujet que les gens parlaient autour de manière normale. Si en France, on ne parle jamais de ça, au Venezuela, c'était le contraire. Donc, ça nous a fait penser à, si c'est dans la famille, ça veut dire aussi que c'est très répandu. Donc,
on a commencé à analyser aussi, on a vu que, par exemple, dans les foyers, il y avait toujours un autre, non pas toujours, mais fréquemment, un autre travailleur qui faisait la même chose. Et on a aussi analysé la créativité pour transformer les dollars en bolivars. On a découvert qu'il y avait il y avait différentes manières d'obtenir les dollars. En général, on est payé sur la plateforme, sur un système PayPal. Je ne sais pas comment s'appelle ça de manière générique, mais c'est... Non, mais je veux dire le générique pour pas dire PayPal, un système paiement en ligne. Bon, quelque chose comme ça. Mais la plupart sont payés comme ça. Mais vu que pour les gens au Venezuela, c'était pas évident de gagner en bolivar, ils devaient transformer ou pas les dollars en bolivares. Pour ça, ils ont trouvé différentes stratégies. Soit c'était les garder dans le compte bancaire, mais ça, c'était risqué parce que le lendemain, peut-être, ça voulait rien, leur argent. Donc, il y avait un besoin de le changer vite. Donc, il y avait des autres qui, par exemple, faisaient ça de manière officielle dans la Banque nationale de Venezuela, mais ça, c'était pas convenient parce que ça donne moins de bolivars. Du coup, ça qu'ils ont trouvé, en général, la plupart, c'était de le transformer dans des maisons d'échange, de changement, exchange, illégales ou informelles plutôt, je dirais. Et que c'est assez répandu en Venezuela. On peut trouver un Instagram, on peut trouver un Facebook, on peut trouver partout. C'est quand même une organisation sociale assez importante. Et ça montre aussi même la création des liens qui ne sont pas forcément évidents au début, mais qui deviennent assez forts parce qu'il faut faire confiance. Si j'appelle une personne sur Facebook, il faut faire confiance qu'il ne va pas m'arnaquer. Donc ça, c'était intéressant. Et aussi, ce qui nous a attiré l'attention, c'est que le Venezuela, c'était le seul pays qui a créé un groupe Facebook, que c'est un espace de socialisation, même si c'est pas un syndicat et même si ça va pas devenir dans la lutte sociale contre quelque chose, c'est quand même un exemple de socialisation important. Et comment ils ont fait ça? C'était par rapport à des appels par Facebook. C'était 3 personnes qui ont décidé de créer ces groupes pour aider les autres. Et ça, c'était très intéressant parce que c'est quand même une manière de contourner les règles de plateforme parce qu'ils pouvaient se dire entre tous les participants, ces clients ne payent pas ou cette personne va faire une arnaque. C'était aussi une manière de se protéger et aussi de construire des liens qui ont été interdits par la plateforme. Et ça, pour nous, c'était super intéressant. Même pour eux, c'est devenu un lien social assez fort. La traduction là que j'ai mis, c'est plus qu'une communauté, nous sommes une famille. Donc ça, c'était très intéressant pour nous. Et voilà, ça c'était la partie du travail derrière l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si, si vous avez des questions ou... Parce que pour la prochaine partie, si vous voulez, c'est quelques réflexions pour les choses que je fais aujourd'hui. Après, oui, j'ai mis des autres choses, mais... On est en comité, ça permet de restreindre, ça permet de faire une pause dans peut-être un jeu de questions-réponses. J'en ai plusieurs, mais je vais commencer par une. Dans le tableau que vous faites sur la présentation de la structure des travailleurs derrière l'IA, donc avec l'Espagne, un comparatif Amérique latine et Venezuela. Voilà. On voit qu'il y a l'Espagne. Donc je voulais savoir si, au-delà de vos travaux extrêmement fins et micro sur les lieux de travail, vous aviez une vision de l'importance de cette industrie. Je ne sais pas si on peut parler d'industrie ou de cet artisanat. Je ne sais pas si on peut parler d'artisanat.
est-ce qu'on sait ce que ça représente? Et question de quelqu'un qui connaît rien à l'IA, sauf comme utilisateur, est-ce que c'est juste pour le démarrage? Est-ce que c'est des activités, donc à l'amont pour la construction des algorithmes et à l'aval pour la vérification, le travail de vérification dont vous avez parlé dans votre schéma? Est-ce que c'est quelque chose, une fois que l'IA fonctionne en tant qu'IA, est-ce que ça arrivera? Est-ce que c'est du travail qui disparaît? Est-ce que c'est juste pour amorcer, alors sur un temps long, hein, ça peut durer peut-être encore quelques décennies. Donc, qu'est-ce que ça représente globalement? Est-ce qu'on sait? Et la part des Sud et des Nord là-dessus, où sont les travailleurs? Et puis, est-ce que c'est une activité éphémère, le temps de mettre en place une vraie IA qui remplacera toutes les fausses IA du type la machine dont vous nous avez parlé là? Oui, merci. Bah, ça, c'est une question classique, en fait, sur l'avenir que je ne peux pas me permettre à répondre. Mais je pense, je peux dire qu'est-ce que je pense. Je pense que pour le moment, c'est un travail nécessaire et qu'aujourd'hui, dans l'état des choses, l'IA ne peut pas le faire sans nous. Sans nous. Et ça, c'est clair parce que nous, on continue à travailler, nous, utilisateurs, mais aujourd'hui, je dirais que c'est impossible. Il y a des systèmes plus complexes qui sont arrivés à faire le travail en amont et aussi de vérification de manière automatisée. Ça va arriver peut-être que ce travail n'existe plus, mais je dirais qu'on est loin de ça. Et par rapport à l'Espagne, c'est... La répartition sud-nord, on voit qu'on a des travailleurs du clic en Espagne. Moi, j'avais souvenir, mais je n'ai pas trouvé qu'il y avait une sorte de cluster de travailleurs du clic vers Poitiers, donc l'ouest de la France, mais je me souviens plus si je mélange pas avec d'autres activités ou pas. Bref, est-ce qu'on sait si il y a une présence importante de travailleurs de l'IA, derrière l'IA, dans les pays industrialisés, ou si c'est surtout dans des pays à plus faible coût du travail, pour les raisons que vous avez données, et puis probablement des havres de protection, c'est-à-dire des endroits où il n'y a pas beaucoup de protection sociale, où on peut faire plus de choses plus facilement. Oui, et en fait, un des problèmes de cette plateforme, qu'on ne connaît pas la quantité de travailleurs parce qu'ils ne vont pas nous dire. Par contre, et je, on estime, tous les études vont estimer que la plupart des travailleurs, c'est dans le sud global, pas dans tous les pays non plus. Bah, par exemple, dans ces questionnaires ou des entretiens, il n'y avait pas le Chili, il y avait beaucoup l'Argentine, le Venezuela, la Colombie, mais il y avait des pays qui n'en étaient pas, par exemple. Donc, on peut estimer que oui, que c'est dans les pays où il y a moins de régulation, où c'est possible quand même contourner les règles, les droits du travail. Après, en France, moi, l'autre jour, j'étais dans un café pour justement faire cette présentation. Il y avait une personne qui travaillait juste à côté et que je savais que c'était ça. Parce qu'en fait, il était en train de faire des rectangles sur une carte et ça, c'est une plateforme classique qui embauche pas mal, qui embauche parce que c'est pas un contrat, mais qui recrute pas mal de gens en France. On ne peut pas savoir la quantité, mais je sais qu'en 2019, justement, le Deep Lab a fait une étude sur ces sujets. Et je peux, ouais, mais nous avons dans les pays développés de ce type de travailleurs, ça c'est clair. Parce que aussi, il y a besoin, par exemple, dans ces cas-là que j'ai vu dans ces cafés l'autre jour, c'était un peu la correction d'une carte de type Google pour les GPS. Du coup, l'information qu'il devait vérifier, c'était si à tel endroit il y avait un kiosque, si à tel endroit il y avait un supermarché. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas savoir en distance. On peut essayer, mais oui, le travail de ce type nécessite des gens sur place parfois aussi. En fait, est-ce qu'il s'agit d'une forme peut-être réactualisée ou réconfigurée du travail à domicile, tout simplement? Sauf qu'enfin, c'est dans les cafés, dans n'importe quel endroit, en fait, hein. Ça peut être à domicile, mais c'est pas en fait la version, on va dire la nouvelle génération d'une forme
contemporaine, on va dire, mais de quelque chose qui préexistait, tout simplement, comme la couture à domicile, comme des tas d'autres travaux de montage industriel, par exemple, enfin, qui ont toujours existé, enfin, qui existent depuis très longtemps, en tout cas, dans les pays où il y a jamais eu beaucoup de travail formel, industrialisé et protégé, mais où il y avait toujours des gens qui travaillaient dans tout lieu, on va dire, Oui, en fait. oui. Sur le statut en fait de ces travailleurs. Alors, peut-être j'ai loupé quelque chose, mais ils sont pas. Alors est-ce qu'ils pardon, ils sont pas salariés, ils sont indépendants, En fait, ils sont oui, officiels, informels si c'est par exemple une à la entreprise tâche. de sous-traitance, ça va être avec des conditions de travail sur place. Par exemple, les cas de Madagascar, il y a des conditions. Ça va coûter moins cher pour la France, ça Mais ça c'est va. officiel quand même si Ça, c'est des c'est très sous-traitants. officiel. Bah, oui, Oui. ça, c'est très officiel. Mais par contre, dans les plateformes, comme toutes les plateformes CVTC et livraison, il n'y a pas de contrat. Tous les discours de ce type de travail de plateforme, c'est de dire nous sommes des intermédiaires. Et donc, il n'y a pas de relation de travail classique ici. Il n'y a pas de relation de travail. Vous êtes des collaborateurs, collaboratrices, mais on ne répond pas pour vous. S'il y a un accident, ça c'est à votre compte. Et ça me permet de répondre à l'autre question aussi, parce qu'en fait, oui, euh, il y a pas mal de gens qui réfléchissent, qui c'est un peu une nouvelle forme de travail à domicile, etc. Mais aujourd'hui, bah, la différence, c'est, il y a pas mal de différences, je trouve, en tout cas. Déjà, cette triangulation qu'on peut voir dans les clients et dans un endroit et la plateforme est dans un autre et un travailleur dans un autre, ça change complètement la manière de travailler. Aussi, je pense aussi, c'est un travail à la tâche, oui, ça c'est une chose qu'on pourrait dire qui semble à des autres formes, mais vraiment l'essor de ce type de travail mondialisé, je pense que c'est une autre échelle. C'est complètement différent. C'est en plus, hum, c'est pas une sous-traitance dans le cas des plateformes traditionnelles non plus, parce que on voit pas dans cette triangulation, on voit pas vraiment qui a la responsabilité sur quoi. Donc, à mon sens, oui, ça représente quand même une nouvelle manière de travailler. Et du coup, je trouve que oui, que les plateformes elles sont quand même malines de dire on fait tous les discours de collaborateurs, vous n'êtes pas des travailleurs, gagner de la gamification aussi, gagner de l'argent dans votre temps libre, etc. sont des choses assez intelligentes quand même pour, pour tenir le business. Peut-être vous l'avez dit, mais alors par rapport à la carte là, de vérification, mais est-ce que c'est un peu un pêle-mêle qu'il y a tout type d'activité en fait qui peut rentrer là-dedans? J'ai un peu du mal à imaginer ou à saisir s'il s'agit d'activités très très hétérogènes ou plutôt similaires. Enfin, dans tous les cas de figure, il s'agit des formes de vérification de l'information en fait, c'est ça ou... Bah, bah, parfois c'est large parce que même à remplir des sondages, ça peut rentrer dans un travail de plateforme de ce type. Mais ça qui est concerné à l'intelligence artificielle, je ne connais pas toutes les tâches. Mais par exemple, il peut y avoir une tâche qui dit, vous pouvez traduire cette phrase du français à l'espagnol 10 fois pour des systèmes qui vont traiter avec des accents et être capables de faire la différence et de discernir. Donc, oui, on peut, je sais pas si je peux faire une classification de tous les types de tâches, mais c'est vrai que parfois ça peut être assez large aussi. Mais par exemple, dans le cas de Madagascar, bah, que c'est pas mon étude, il faut le dire, mais c'était le travail d'annotation. Ça, c'était notamment de noter sur chaque image qu'est-ce que c'est. Mais je pourrais pas vous dire la liste des tâches qu'on peut trouver. Si on voulait classer, sans faire la liste des tâches, mais si on remonte, on essaie de penser une nomenclature
est-ce qu'on n'a pas et c'est pas une proposition, c'est vraiment une question pour bien comprendre de quel type de travail on parle, mais est-ce qu'on n'a pas deux grands types d'activités, de tâches, comme le montre pas ce tableau-là, mais un autre, des tâches d'entraînement, quel que soit le type d'entraînement, que ce soit Oui. sur de la correction grammaticale ou que ce soit apprendre à reconnaître une image, à faire enfin voilà, tout ce qui va nourrir les systèmes de reconnaissance par vidéo, etc. Et puis une tâche de vérification, donc celle que vous avez classée dans votre graphique, je ne sais plus où il est, mais Oui. qui est la vérification ex post. Est-ce que finalement ça fonctionne? Voilà ce qu'on a à droite. Est-ce que tout ce qui rentre dans le travail de l'IA, le travail de base, hein, celui dont vous nous parlez, je ne parle pas des concepteurs d'algorithmes, qui sont aussi des travailleurs de l'IA, est-ce que ça rentre dans ces deux grandes catégories ou est-ce qu'il y a des activités qui échappent à ces deux catégories? Est-ce qu'il y a autre chose que ça? Mm. Mm, mm, mm. Et pendant que vous réfléchissez, Oui. peut-être, est-ce que, à vous écouter, on se demande, mais pourquoi il y a besoin de travail marchand? Puisque finalement, on est des travailleurs serviles, vous nous l'avez dit, des travailleurs du clic, sans s'en rendre compte. On apprend quasiment tous les jours à l'IA à reconnaître des choses pour dire qu'on est bien des humains. Et donc, en faisant ça, on forme Mm. l'IA à se passer de nous, en tout cas à avancer. Pourquoi il y a besoin d'une sphère marchande? On n'est pas assez nombreux à travailler gratuitement? Nous, les utilisateurs, vous Ouais. voulez dire? Non, mais par exemple, pour éviter que nous on tombe sur des contenus, par exemple, violents. C'est pour ça il y a des modérateurs sur Facebook ou par exemple pour éviter, bah, je ne sais pas si vous avez vu, mais ChatGPT est extrêmement gentil, et extrêmement poli et politiquement. Ouais, bah, il n'a pas un avis, bah, c'est une machine, mais pour éviter, pour avoir des systèmes comme ça, en fait, si, on a besoin de ces traits humains. Après, bah, s'il y a des tâches qui ne rentrent pas dans ce schéma, je sais pas trop, mais on pourrait dire que quand on déploie un système IA, quand on va travailler avec une IA, par exemple dans l'administration publique, et ça c'était la dernière partie de ma présentation, on peut terminer par corriger ou pour vérifier aussi les résultats ou être managé par un algorithme nous-mêmes. Donc, oui, peut-être que pour là, on peut trouver des destruction des tâches ou de création de nouvelles tâches, par exemple. Mais ouais, je devrais réfléchir à des exemples. Voilà. Je ne sais pas si vous savez. Mais peut-être pour encore là-dessus, en fait, à la différence peut-être d'autres activités de ce type à domicile ou de tout lieu qu'il y a pu y avoir avant, c'est que la variabilité est énorme en fait. Parce qu'il peut y avoir des choses qui ressemblent à du travail hyper répétitif, et puis y avoir des choses éducatives, et il peut y avoir des choses qui nécessitent, ben, comme la traduction des accents qui nécessite en fait un savoir-faire très spécifique. Donc c'est très très difficile à qualifier en fait. Et il peut y avoir des gens qui contribuent par leur origine, par leur connaissance, par ce qu'ils sont, par un niveau de diplôme élevé. Enfin, c'est complètement hybride en fait. Enfin, c'est extrêmement variable, non? Bah, bah, je ne sais pas si je comprends très bien la question, en fait. Ben, en fait, on pourrait imaginer, d'où la question tout à l'heure, là, est-ce que, en fait, à un moment donné, on peut imaginer qu'il n'y aura plus ce type de travail humain nécessaire qui va être totalement automatisé? Alors, Bah, ouais. ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand même, ben, il y a une variabilité énorme. On ne peut pas dire qu'il s'agit exclusivement du travail déqualifié, que sous peu sera très probablement aussi automatisé. Parce que justement, c'est, euh, c'est très variable, très hétérodoxe, très... Bah, oui, en fait, oui, je peux pas dire si ce travail va finir ou pas. Je pense pas pour le moment. Après, c'est vrai que normalement, c'est un travail peu qualifié dans le sens de la reconnaissance, pas dans le sens de fait réel des choses qu'ils font. Et c'est pour ça que j'ai du mal à l'appeler micro-travail, parce que c'est vrai qu'il demande de savoir, et même en faisant les tâches, les gens, les travailleurs apprennent de nouvelles choses. Par exemple, dans nos
entretiens en Amérique latine, il y avait des gens qui disaient oui, j'ai appris l'anglais ou j'ai appris à utiliser des logiciels. Donc oui, mais et là, ça c'est un problème, c'est que ce travail, vu qu'il n'est pas reconnu, on ne peut pas, par exemple, dire formaliser ses compétences. On peut pas faire valoir nos connaissances en amont parce que c'est une plateforme qui va pas prendre en compte. Donc, oui, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est quand même un travail qui n'est pas micro, mais dans la vérité, c'est qu'il n'est pas reconnu. Donc, c'est un problème. Et si on pense, par exemple, à toutes les discussions qu'il y a eu par rapport à la régulation, légifération de travail de plateforme en Amérique latine, c'était focalisé, c'était concentré notamment sur les VTC et le livraison. Et moi, que j'ai vu pas mal... je suis pas mal les différents débats en Amérique latine où il y a une seule loi qui est sortie, que c'est au Chili. Il n'y a aucun de ces débats qui a touché ce travail de plateforme. Personne ne connaissait ce travail de plateforme. Donc, on est très loin de pouvoir aussi le reconnaître et le donner de la valeur qu'il mérite. En fait, ce qui me préoccupait moins, c'était la question de la reconnaissance en tant que telle, mais déjà à constater qu'en fait, non seulement en termes de statut ou de contenu du travail, enfin, statutaire, c'est pas du tout du travail salarié, donc c'est complètement éclaté la catégorie, mais y compris aussi toute la catégorie de qualification au formel, au niveau d'éducation nécessaire ou quoi que ce soit. Donc ça rentre absolument pas du tout dans ces catégories-là. Et juste pour vous dire que je pense que vous faites un truc vraiment super original, en fait. J'ai suivi un peu ces discussions sur le travail à cause d'un autre projet, mais c'est vraiment intéressant. Merci. Merci. Et en fait, j'avais assez peu de diapositives pour finir, mais c'était juste pour faire un peu un lien entre le travail derrière et avec l'intelligence artificielle et une réflexion que j'imagine que c'est important que aujourd'hui, il y a pas mal de débats en France sur comment régler les problèmes de l'IA, comment les déployer dans les systèmes publics, etc. Mais il y a assez peu de débats sur les enjeux sociétaux derrière, autour de l'intelligence artificielle. Un de ces enjeux, c'est le travail derrière l'intelligence artificielle, mais pas que. Par exemple, il y a des problèmes de droits d'auteur, il y a des problèmes pour la planète, il y a s'il y a un travail derrière l'intelligence artificielle, est-ce que la régulation qu'on peut trouver en Europe, ça sert à quelque chose si on ne peut pas tracer toute la chaîne de travail? Et c'est ça que je voulais dire, qu'en fait, l'intelligence artificielle comporte une chaîne de travail plus large de ça qu'on voit. Et qu'il faut commencer à la délimiter, à savoir qui travaille derrière chaque chose. Et pour avoir un débat, oui, qui prend en compte la réalité le déploiement de ces technologies et aussi pas voir seulement les créateurs à San Francisco de logiciels d'intelligence artificielle. Et juste pour finir un peu les travaux qu'on fait aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez les Laboria, mais les Laboria ont fait des études sur l'impact les déploiements de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Et c'est un laboratoire qui a été créé avec le ministère du Travail, issu de la mission Villani en 2018, qui a fait un appel pour donner un sens à l'intelligence artificielle. Dans ce contexte-là, ils ont dit qu'il faut créer un laboratoire qui était hébergé. Ce n'est pas un laboratoire dans le sens vrai des laboratoires, comme vous travaillez à l'université, mais c'est juste pour créer une structure qui pouvait étudier et de manière qualitative ces impacts. Donc, c'est justement pour ça qu'on fait des études qualitatives. Et
l'idée là, c'est aussi parce que quand on pense à l'intelligence artificielle, déjà, on ne pense pas aux travailleurs derrière, mais on pense toujours à est-ce qu'il y va remplacer l'être humain? Ça, c'est la question qu'on se pose tous. Et il y a des études qui commençaient à se poser cette question depuis longtemps. Et ça qu'on voit aujourd'hui, même des études en 2013 qui ont fait la prédiction qu'il y aura aux États-Unis, je ne sais pas, 50% je ne me rappelle plus, mais une quantité quand même énorme et importante des travaux perdus, remplacés par l'intelligence artificielle, et ce n'est pas le cas. En fait, c'est pour ça que c'est important de faire des études qualitatives parce qu'il faut faire dialoguer la logique managériale qui pense à la productivité, combien des emplois, etc. Mais euh, avec la logique du monde du travail, de la reconnaissance, de qu'est-ce qu'il pense le travailleur. Donc, une des choses que c'est important pour nous, c'est dès qu'on travaille avec l'intelligence artificielle, qu'on prend la différence entre la tâche réelle et la tâche prescrite, parce que ce n'est pas la même chose. Et parfois, les concepteurs d'intelligence artificielle ne vont pas réfléchir à ça qu'on fait vraiment, mais ça qu'ils imaginent qu'on fait. Donc, dans ces cas-là, on va avoir un système d'intelligence artificielle qui ne va pas marcher. Et donc, l'intérêt de faire ce type d'études, c'est aussi anticiper de manière proactive et des politiques publiques, par exemple avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative qui peut remplacer le monde artistique ou des choses. Ça, c'est le débat d'aujourd'hui. Ou par exemple, éviter les risques liés à la technologie. Et aussi un peu renforcer l'idée de co-construction, ça qu'on ne peut pas faire avec les travailleurs du clic, mais qu'on peut faire nous. C'est dès qu'on réfléchit à déployer un système d'intelligence artificielle, c'est imaginer ça avec les travailleurs et travailleuses et les faire de manière adaptée à leurs besoins de travail, à la tâche réelle et pas seulement de manière sans réflexion. Donc, c'est ça que je fais aujourd'hui et voilà. Ça, c'était la fin de la présentation. Je ne sais pas si vous avez des autres questions. Là, je ne sais pas comment maîtriser ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, mais je peux pas. Ah, Pour venir, participant. arrête-toi la vision de la logiciel. Non, mais là, c'est arrêter les partages, pas. Là, ouais. Il faut leur poser la question de savoir s'ils ont des questions à distance. Ok, les gens qui sont en distance. En distance, ouais. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'ils ont coupé leur caméra. Oui, mais je ne sais pas comment on peut voir. En haut, dans afficher. En haut, dans afficher. Tu peux changer le format de la page, je pense. Là. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Plusieurs intervenants. Galerie. Galerie? Oui, galerie. Voilà. Ah. Non, mais Ouais, ils apparaissent pas là. Et sur votre écran non plus? Sur notre écran, oui. Ah ben voilà. Est-ce qu'il se manifeste sur l'écran? Non? Non, ça va. non. On leur enlève pas la parole alors. Donc sur la deuxième partie, est-ce qu'il y a des questions? Pour la première partie, on peut revenir. Je vais juste préciser que la petite étoile qui clignote à côté de l'enregistrement en haut à gauche, c'est l'IA. Voilà, c'est l'IA qui est en train d'analyser et on peut lui demander de faire un résumé. Effectivement, autre anecdote, parce que je travaille dans un groupe de travail sur l'IA au sein du Haut Conseil de la santé publique en France. On discute de plus en plus de l'utilisation de l'IA dans le domaine de la santé.
Et en Chine, ils sont en train de déployer des modèles larges de langage, les LLM, Mhm. de manière massive, Mhm. en utilisant l'IA chinoise qui doit effectivement prendre beaucoup de petites mains derrière, Mhm. notamment pour les diagnostics, des repérages de tumeurs, etc. Enfin bon, c'est pas mon domaine, mais c'est ouais. Donc D'accord. ouais, ouais, c'est Ah oui, ça. En fait, c'est intéressant comme exemple, je trouve, parce que, enfin, j'apprends aussi au fur et à mesure, je pense que comme nous tous, mais encore à se poser des questions presque un peu naïvement si à terme le travail humain va être remplacé. Je pense que c'est plus du tout dichotomique. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas du tout travail salarié euh, contre qu'est-ce qui serait automatisable. Mais en fait, à l'intérieur, y compris du propre travail salarié ou de quelconque type de travail, on utilise tout le temps en fait l'IA. Mhm. Et de plus en plus, y compris dans le travail industriel, d'ingénierie industrielle, de détection des défauts. Enfin, c'est à l'intérieur d'un ensemble de tâches qu'en fait, que ça, de plus en plus, même des tâches de conception intègrent en fait l'IA. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout une séparation. Alors que peut-être que nous, dans nos domaines, on voit ça un peu, ouais, alors est-ce qu'on peut faire appel à la transcription automatique ou à la traduction automatique? Et on voit ça un peu comme une option ou comme quelque chose qui s'opposerait. Alors que, en fait, c'est dans l'ensemble des domaines que finalement ça occupe de plus en plus de place. Alors, je ne sais pas du tout si vous avez réfléchi à des catégories d'analyse qui en tiennent davantage compte ou si cette dernière partie, c'est un peu une tentative dans ce sens-là à réfléchir plus globalement sur la place de l'IA dans les sociétés. Enfin, Voilà. En fait, je pense qu'il y a des risques, qu'il faut les connaître quand même, même si on commence à l'intégrer de manière naturelle ou comme si c'était quelque chose qu'on peut jouer avec. Il faut l'intégrer de manière éthique aussi. Et c'est un risque, par exemple, bah, les traducteurs, est-ce qu'on a besoin de personnes qui vont faire la traduction aujourd'hui avec tous les systèmes IA? Donc, il faut anticiper déjà qu'est-ce qui peut être impacté, même si on ne le voit pas aujourd'hui. Mais ça, c'est un bon exemple d'un métier qui peut disparaître complètement. Donc, et après, je pense qu'il y a des enjeux sociétaux importants et qu'il faut savoir et qu'il faut quand même faire une éducation sur ces aspects-là. Par exemple, on peut s'amuser à jouer avec la création des images, quel que soit, mais on va consommer une quantité d'eau, je ne sais pas, incroyable. Et du coup, c'est un impact pour la planète aussi. Et, et- et après, il faut réfléchir aussi. Il y a un concept de manager algorithmique qui peut nous toucher à nous tous, que c'est par exemple le contrôle, le contrôle de la productivité via la machine, que c'est quand même un des sujets importants. Ou aussi, par exemple, la relation avec nous, les citoyens. Par exemple, quand on veut faire une question, je ne sais pas, à l'État, dans une institution publique, il y a un chatbot qui nous répond. Et normalement, qui ne capte pas les accents non plus. Du coup, pour moi, c'est un enfer le faire appel à ça. Mais c'est justement aussi quelle place on va donner à la capacité de l'être humain qui avant pouvait discernir et dire la demande de cette personne, c'est important, il faut la connecter avec telle ou telle institution, France Travail doit l'envoyer ou je ne sais pas où. Est-ce que c'est important de se poser ces questions aussi, à mon sens voilà. Ouais, je voulais poser une question. Alors, voyons, en fait, on a l'impression que, d'une manière générale, en fait, c'est un processus qui est irréversible maintenant. Mm. On est, même si, bon, il y en a certains qui ont dit, bon, on fait une pause pour essayer de réfléchir à tous les enjeux, etc. C'est impossible, en fait. Mm. Finalement, c'était plus une stratégie pour gagner vis-à-vis du temps vis-à-vis des concurrents. Mm. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait,
Est-ce que l'enjeu, c'est pas... bon, alors on a dit aussi, ça casse les codes sur le travail. Jusqu'à maintenant, quand on avait une nouvelle technologie ou de la mécanisation, c'était toujours le travail le moins qualifié qui était touché. Le travail le plus qualifié, finalement, quand on faisait des études, on arrivait toujours à s'en sortir. Maintenant, on se rend compte qu'en fait, ça touche tous les domaines, y compris le travail donc qualifié. Et donc, ce que je voulais dire, c'est est-ce que, en fin de compte, l'enjeu, c'est pas de voir à quel rythme ça va évoluer dans tel ou tel domaine. Je prends l'exemple du traducteur que vous avez évoqué tout à l'heure. Bon, j'ai un mari qui est traducteur, donc je vois très bien de quoi il s'agit. Et lui, il n'est pas du tout inquiet. Bon, il faut dire qu'il est à 6 mois de la retraite, hein, mais bon, il a des raisons de ne pas être inquiet. Mais en dehors de ça, il dit, en fait, l'IA ne peut pas tout faire. Il n'y a pas d'humour, sans un minimum de contexte, il est pas capable, enfin l'IA, bon, par exemple, DeepL n'est pas capable, mais ils ont d'autres systèmes hein, pour les traductions, ne sont pas capables de vraiment prendre en compte des éléments de contexte pour traduire en fonction de différentes traductions possibles. Et en fait, finalement, alors, l'IA fait des progrès, et c'est sûr qu'il y a un moment ou un autre, on aura probablement quasiment plus besoin de traducteurs. Alors, c'est vrai qu'il y aura certainement beaucoup moins besoin de traducteurs, pardon, mais il y en aura encore besoin pendant un certain temps. La question, c'est combien de temps, et les traducteurs qu'on est en train de former maintenant, pendant combien de temps il va y en avoir besoin. Et je pense que c'est peut-être un peu plus sur le timing, les avancées. Il y a des jours, je me souviens, il y a 20 ans, il y a des collègues, je travaille dans un département informatique, qui me disaient, bah maintenant, les traductions, ça y est, c'est fini. On est 20 ans plus tard, et non, il y a quand même toujours... par contre, le métier a complètement évolué. C'est-à-dire, ils font, à part quelques cas spécifiques où là, l'IA est très très mauvaise sur je sais pas, sur des types de traduction qui nécessitent vraiment beaucoup de contexte. Mais c'est vrai que autrement, c'est l'IA qui fait le boulot et ensuite les traducteurs relisent. Ils relisent et puis ils corrigent ce que l'IA n'a pas compris en fait. Voilà, donc c'est une évolution du métier. Et puis la question, c'est de savoir à quel rythme ça va avancer et comment on peut se préparer, quoi. Bon, alors on pourrait prendre encore plein d'exemples avec les collègues qui utilisent de plus en plus l'IA dans le métier de chercheur aussi. Donc, pour rédiger des articles, comment on va faire? Bon, moi, je suis responsable d'une revue. Comment est-ce qu'on va faire pour les revues de la littérature maintenant? Vous voyez un peu toutes les questions qui se posent. Est-ce que ça veut dire qu'on va dire que finalement, la revue de la littérature, ce n'est pas important, donc on laisse l'IA faire ça? Mais en fait, est-ce que le but d'une revue de la littérature, c'est uniquement de faire un état de l'art? Ou est-ce que quand on fait un état de l'art, on n'est pas aussi en train d'apprendre quelque chose qui va nous permettre de... C'est ce qu'on essaie d'apprendre à nos étudiants, mais... Voilà. Bon, donc oui, c'est la question du rythme, en fait. Est-ce que c'est pas ça aussi le débat, que le rythme, l'avancée, toutes les avancées de l'IA se fassent à un rythme qui soit pas trop rapide pour qu'on ait le temps de s'adapter? Ben, oui, je suis d'accord. En fait, oui, je suis complètement d'accord. Mais c'est vrai, mais aussi, c'est vrai qu'en parallèle, il f- ouais. Malheureusement, oui, c'est une technologie qui est déjà là. C'est vrai que on peut pas faire contre. Mais l'idée, c'est comment on fait avec. Par exemple, avec les étudiants, on peut dire oui, on accepte que vous utilisez l'IA, mais expliquez à chaque fois comment vous le faites et pourquoi, quitte à l'idée qu'il soit plutôt un outil et pas remplacer. Et justement, dans l'académie, dans les gens entre nous qui ont fait la revue de littérature, c'est juste pour comprendre un sujet. C'est pas pour faire un résumé de qu'est-ce qu'il y a en amont. Bah, je pense qu'il y a deux choses. Bah, si, il y a la vitesse, mais il y a aussi des gens qui aujourd'hui sont en train de vivre des impacts, comme par exemple, je sais pas, ce travail cette intelligence foncière innovant, c'est la prise aérienne qui a pris des photos sur les piscines et que finalement c'était
bon, que finalement ils sont détectés, je ne sais pas combien de piscines grâce à l'intelligence artificielle, qu'avant c'était un travail de géomètre. Donc ça impacte le travail de géomètre aujourd'hui, en ce moment. Oui, les inspecteurs de finances, oui. Et que finalement aussi, il y a détecté des piscines qui finalement on était une vache, je ne sais pas, mais ça, c'est vrai que c'est trompe. Mais c'est réfléchir, oui, à la vitesse, mais aussi à l'avenir avec l'IA, parce que malheureusement, ou je ne sais pas si malheureusement, mais on ne peut pas le faire. Bah, on ne peut pas venir en arrière. L'IA est là. Et peut-être la seule chose qu'on peut faire, qu'on n'a pas fait avant, c'est de réfléchir à ces technologies en ce moment. Mais oui, je suis complètement d'accord avec vous que c'est un problème. Mais après, c'est vrai que parfois, c'est un outil aussi. Moi, c'est vrai que ça me sert beaucoup. Je l'utilise que pour corriger les français, mais ça sert aussi. Ouais. Voilà, sur... Oui. Ok. Oui, absolument. Merci beaucoup. Cette question de l'IA m'interpelle énormément en tant qu'enseignant, puisqu'on est tous ici enseignants-chercheurs. J'ai beaucoup réfléchi, j'essaye de réfléchir à cet outil et je crois, je suis entièrement d'accord avec toi quand tu dis qu'il ne faut pas faire comme si l'outil n'existait pas. Je refuse de dire aux étudiants que ça n'existe pas, qu'il ne faut pas s'en servir parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Et parallèlement, je ne suis pas un luddite non plus. Mm. Cela étant dit, on reçoit en ce moment les candidatures pour le master Mm. de géographie que je dirige. Et il y a une lettre de motivation sur deux qui est rédigée par l'IA d'une manière bête et méchante, hein. C'est-à-dire vraiment un peu comme ce que j'ai fait pour t'introduire. C'est-à-dire que c'est vraiment, ils ont rentré le prompt sans aucun état d'âme. Et ça, c'est irritant. Ça n'aide personne. En revanche, l'utilisation de l'IA dans l'enseignement, je me suis déjà posé la question de savoir si, par exemple, bon, j'ai pas mal enseigné, j'enseigne encore les statistiques. Donc, je donne un cours magistral pour un groupe de 20-30 étudiants. Et à partir de ce groupe magistral, il y a un certain nombre de travaux dirigés sur les techniques statistiques connues, hein, que ce soit des tests de Ki-2, que ce soit des ANOVA, etc. Et bien là, à ce moment-là, je ne suis pas capable, en tant qu'enseignant, de suivre chaque étudiant individuellement en même temps dans son apprentissage. Et là, je me suis demandé si c'était pas inutile d'utiliser l'IA comme outil d'apprentissage individualisé simultanément pour les étudiants. C'est-à-dire à partir d'un exercice voilà, que j'ai demandé, les étudiants suivent sous la forme pratiquement d'un dialogue avec l'IA qui est capable de suivre en même temps. C'est-à-dire, ah ben là, je ne comprends pas très bien parce que j'ai fait cette procédure-là. Et pendant que je fais le tour, comme chaque enseignant fait, des étudiants en train de faire un TD. Ça me paraît assez valable. Ça me paraît valable aussi que les étudiants se servent de l'IA, comme tu disais, en explicitant les étapes. Voilà. Pour la revue de la littérature, bon, c'est une. Alors, pour la petite histoire, j'ai fait ton introduction avec l'IA Gemini de Google, qui a plusieurs options. Là, c'était Gemini Flash. C'était. En plus, j'ai la version payante, hein. Et il y a Gemini Deep Research. Gemini Deep Research a la particularité de faire le tour d'une question et de produire un rapport synthétique d'une vingtaine de pages, avec parfois plus de 70 à 80 références. Et tu peux lui demander, par exemple, pas les sites web, mais juste des articles publiés dans les revues de la comité de lecture. Et il va le faire. Et j'ai fait le point sur des sujets que je connais très très bien, où il n'a pas démérité du tout, hein. Vraiment pas démérité. Et c'est un bon moyen pour moi de faire une première connaissance, le premier tour d'un sujet, une sorte de revue de la littérature qui n'en est pas une publiable, mais qui en est une pour moi, pour me faire une idée. Et de manière un peu plus structurée, qui me permet d'aller au-delà par la suite, suite aux références qui sont données, d'aller, moi, creuser
d'une part, les références qui me paraissent intéressantes, mais aussi de dialoguer avec lui. Puisqu'on m'a fait remarquer que je masculinise l'IA l'autre jour. L'intelligence. Et oui, oui, je sais, mais ça en dit beaucoup plus sur moi que sur l'IA, hein. Le fait que je Oui, lui parle je au voulais masculin, parler du- voilà, c'est ça, oui. Et que je m'engueule avec lui, etc., etc. Bon, dans ma langue maternelle, il n'y a pas de masculin et de féminin aussi. C'est peut-être ça qui. Voilà. Mais ça me paraît intéressant, ces démarches. Maintenant, bon, j'arrête là parce que ma mère est traductrice. Elle est assez inquiète. Elle est à la retraite depuis quelques années. Ah, par contre, elle est traductrice et journaliste. Et les journalistes sont extrêmement inquiets Ben, sur l'IA. oui, c'est normal. Mais en tout Ouais. cas, au niveau de la formation, par exemple, je suis en train de mener une étude sur l'impact de l'IA générative dans la formation artistique aujourd'hui, parce qu'on pense que la créativité, c'est une des choses qui on ne pourrait pas être touché par l'IA jusqu'à aujourd'hui. Et la question qui se pose beaucoup des articles ou des gens, c'est est-ce que l'IA est créatif? Je la féministe créatif. Euh, Est-ce qu'on peut considérer que oui ou seulement parce qu'elle produit des résultats qui nous semblent créatifs? Ou est-ce que la créativité, c'est un processus plus large, une compétence qu'on apprend, par exemple, au niveau artistique? Donc, je pense que par rapport à l'intégration de l'IA, vu qu'on ne peut pas dire non, est-ce qu'il ne faut pas avoir un débat de comment on va l'intégrer dans la formation supérieure, pas que artistique, mais dans toute la formation? Et ça, c'est un débat qu'il faut, je pense, faire bientôt quand même, parce que les étudiants l'utilisent déjà. Aussi, ça va impliquer de faire des formations pour montrer la manière de bien l'utiliser ou de pas dans quel contexte l'utiliser. Par exemple, c'est vrai que pour les statistiques, pour les programmes R, faire le code avec ChatGPT, ça facilite beaucoup les choses. À mon époque, les statistiques, on devait faire à la main. Et voilà, aujourd'hui, comprenez tout. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire le cas. Donc, si on va pas mettre le focus sur ça, aussi c'est important quand même savoir les processus. Ce sont des débats qu'il faut lancer au niveau public, j'imagine. Alors, ils sont lancés, en fait, dans la formation. Là, j'ai vu cette semaine, à Bordeaux, il y a une convention citoyenne, étudiants, en fait, formation, étudiants, enseignants, s'est réunie pendant un petit moment pour essayer de penser des réponses aux questions qui viennent d'être posées et auxquelles vous répondez, euh, et qui consiste à essayer de voir comment intégrer intelligemment, sans mauvais jeu de mots, l'intelligence artificielle dans la formation. C'est parti. Moi, je sais on a des défaillances juridiques aussi, hein, en termes d'évaluation, par exemple, des copies. Aujourd'hui, juridiquement, sauf si on a une charte ou un texte qui a été proposé et voté dans nos différents conseils d'administration. Mais si on n'a rien, on ne peut pas sanctionner une copie sur le fait qu'elle a utilisé l'IA. Si on avance ça comme argument, juridiquement, on se fait retoquer. Puisque c'est pas, il y a moyen, tu as réussi. Ok. Alors après, il faudra m'expliquer pourquoi on veut faire ça, hein, alors qu'on dit que c'est un outil dont on va pas pouvoir se passer. On voit bien qu'il est intégré dans toutes les activités. On le fait nous-mêmes à différents degrés. Il y a eu des résistants, il y en a encore et il y en aura, il en faut. Moi, ce qui me pose davantage question, c'est comment on va régler ce problème de la déformation de la chaîne de valeur dont vous nous avez parlé. C'est-à-dire que la technologie qu'on utilise, dont on pense qu'elle arrive un petit peu comme arrivait le téléphone portable sans infrastructure, sans travail, sans rien du tout. En fait, il y a des vieilles façons de fabriquer de la valeur qui sont derrière, et notamment du travail pauvre et du travail de personnes pauvres, et qui, d'où la question que je posais, mais d'après la réponse que vous donnez, n'a pas vocation à s'arrêter demain. Donc comment on fait, nous, en termes politiquement et même éthiquement, pour utiliser une technologie dont on sait que plus on l'utilise, plus on, pour l'instant, on produit une offre de travail ou une demande de travail, plus exactement, de type travail de clic, dont vous avez montré que pour l'instant, et ça risque de durer, il était quand même
massivement dans les pays du Sud, en tout cas massivement réalisé par des gens qui sont en difficulté probablement sur le marché du travail, et que ce travail était à la fois peu protégé et peu rémunérateur. La bataille politique, elle est certainement là. Alors je sais qu'en France, sur les travailleurs de plateforme, les syndicats bossent depuis un moment pour essayer de faire rentrer ça dans le droit du travail, qui est pensé pour le droit du travail salarié. Mais on voit tout un monde, en fait, c'est un peu ce que disait Isabelle tout à l'heure, un monde du travail qui est bouleversé par cette technologie. Et encore, on n'a abordé qu'une partie des choses, hein. Une des questions qui nous taraude, nous, dont on avait parlé, et votre présentation montre qu'il faudrait poursuivre, c'est en quoi cette technologie qui utilise du travail pauvre peut tout de même être un raccourci technologique positif pour l'amélioration des conditions de vie dans justement les pays pauvres. Question qu'on s'est posée à propos de l'arrivée des machines, à propos des technologies numériques en général, à propos de la blockchain, et qui est renouvelée encore avec l'IA. Est-ce qu'avec l'IA, on ne va pas pouvoir se passer d'années et d'années de fabrication d'administration performante, par exemple? Voilà, c'est des questions qui commencent à arriver sur le terrain et qui me paraissent, moi, centrales. Comme moi, ici au campus Condorcet, sur les questions d'intelligence artificielle et en lien avec les sachets, il y en a eu en mars, il y en a eu en novembre, là, il y en a mais des gros trucs. Et puis il y avait l'atelier avec Macron, là, lancé par Macron, ce qui fait qu'il y a eu des fortes réactions étudiantes de protestation sur le campus, quoi. Mais ça m'a rappelé ce que tu disais, Claire. Il y a une quinzaine d'années, on accueillait le comité exécutif de l'EADI. Ça commençait les traductions automatiques. Oui, non, on accueillait le comité exécutif et ils avaient essayé de regarder. Je me souviens de tout le monde on se marrait sur comment il était traduit capacity building. C'était vraiment un immeuble un immeuble. Enfin, c'était assez marrant. Et on avait deux, trois expressions comme ça qui étaient beaucoup utilisées dans le cas des recherches des différents chercheurs et avec des traductions qui étaient très marrantes, quoi, qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Et c'est vrai que bon, là, on est au campus Condorcet, donc on est sur le territoire qui a aussi expérimenté l'IA dans la vidéosurveillance autour des JO. On a vu que ça n'avait pas trop bien, enfin que ça n'a pas trop bien marché. Alors le truc de fou, c'est que la ville de Saint-Denis a acheté via, comment ça s'appelle, les marchés publics, là, zut, l'UGAP. Via l'UGAP, ils ont acheté un logiciel sans prévenir personne, sans vote du conseil municipal, parce qu'ils étaient en dessous du montant, pour mettre en place ça à Saint-Denis, alors que c'est pas autorisé. Donc, je sais qu'on leur a posé la question. Ils ont dit, oh, mais on attend, de toute façon, on attend pour la mettre en place, que ce soit autorisé. On a dit, bah, alors vous avez claqué 15 000 euros comme ça. Et c'est assez fou, quoi. C'est bon. Après, par rapport à la question des travailleurs du Sud, bah, après, ouais. Est-ce que c'est toujours, est-ce que c'est un problème de la technologie ou des décisions politiques derrière? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ces travailleurs du Sud? Par exemple, est-ce que ce n'est pas la responsabilité d'un État comme la France d'avoir des travailleurs sous-traités à Madagascar? Est-ce que peut-être il faut prendre aussi un peu la responsabilité du pays du Nord? Euh, oui, euh, c'est toujours une question compliquée pour une personne qui vient du Sud et qui travaille aujourd'hui pour le Nord, dans le Nord. Mais, mais à mon sens, le problème, c'est pas que les travailleurs de plateforme, peut-être, c'est pas en soi le problème, c'est qu'il n'y a pas de règles pour ce type de travailleurs. Et après, aussi, une différence, on peut trouver des syndicats, des différents syndicats sur les plateformes de VTC ou livraison.
pendant la pandémie, il y a eu pas mal de manifs et de mouvements pour régler ça parce que c'était un moment qui montrait que ces travailleurs aussi, on était très exposés au risque de la Covid ou le Covid. À l'époque, il y avait ce débat aussi si c'était féminin. Et donc, ouais, est-ce que le problème, ce n'est pas de comment régler ce travail plutôt aussi? Non, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec la remarque, elle est très pertinente et juste. C'est une question qui se pose en général avec la mondialisation de la division du travail et le fait, voilà, depuis, et qui s'est approfondi énormément par la technologie depuis les années 90 quand même, avec une division du travail internationale qui a explosé l'organisation en chaîne de valeur. Voilà, le fait que 70% du commerce mondial, même si c'est un chiffre qu'on n'arrive jamais à vérifier, hein, mais qui est repris partout, 60, 70, 80, ça dépend des textes, mais concerne aujourd'hui de l'échange intra-branche, en fait, d'usine à filiale, si vous voulez. Donc, qui n'a plus rien à voir avec le commerce tel qu'on le voit. Donc, ça, c'est la manifestation concrète du fait qu'on produit, on fabrique, en ayant découpé en petits morceaux les activités et en allant les placer partout où on pouvait pour faire des économies de coûts, être plus compétitif. Et ça, grâce à la technologie. Alors, pas que l'IA, mais par exemple l'invention du container. Voilà. Donc ça, c'est vrai que ça existe en dehors de l'IA. Mais l'IA crée quelque chose de nouveau si on tient compte de ce que vous nous avez présenté. C'est que le type de travail, euh, on a l'impression que le travail se polarise. Si je regarde le type de travail qu'il y a pour fabriquer de l'IA et pour la faire vivre, la mettre en œuvre, avec du travail qui est difficilement euh, euh, gouvernable dans les contrats de travail salariés tels qu'on les imagine. Euh, Parce que c'est pauvre, c'est petit, c'est du travail à la tâche. On ne voit pas comment ça peut remplir une journée complète pour un travailleur toute une vie pour aller vite. Dans le modèle fordien du travail, c'était ça, le travail salarié. Et puis l'IA, en tant que technologie, notamment sur toutes les activités de service, me semble-t-il, donne la possibilité de travailler à distance. Donc, en fait, accentue encore ce mouvement dont on parlait tout à l'heure, qui est qu'on peut penser le travail industriel, au sens de la division du travail, en dehors des usines. Or, historiquement, l'usine ne sert qu'à une chose, c'est dépasser les limites de la proto-industrie dont parlait Isabelle. C'est-à-dire, c'était sympa de faire des commandes de vêtements à fabriquer dans les fermes par les femmes à la fin de la journée, etc. Mais on avait du mal à contrôler la qualité et le rythme de la production. Par contre, en mettant tout le monde dans un hangar et derrière une horloge, c'est ça une usine, on pouvait gouverner le travail, l'organiser, le tailoriser, etc. Ça a été ça la révolution industrielle. Là, la technologie permet de faire ça, apparemment pour certaines activités, mais sans avoir besoin de l'usine, quoi. Et ce qui est absolument, si on est un peu marxien, ce qui est mon cas, dans l'analyse des rapports de travail, c'est un truc de fou, puisqu'en fait, le fait que les travailleurs, dans une vision marxiste, exploités, arrivent à obtenir une partie de protection, et en gros, qu'on arrive à fabriquer non pas du win-win, mais quelque chose qui ressemble à ce qui s'est passé pendant les 30 Glorieuses, à savoir que les travailleurs récupèrent une partie de la valeur qu'ils ont créée en se battant pour obtenir des conventions collectives, etc. Tout ça, ça a été permis parce qu'on a créé des nouveaux ensembles sociaux, des syndicats notamment, des nouveaux acteurs collectifs, qui sont nés de cette unité de lieu qu'est l'usine. Et tout ça est en train de, c'est pas un nostalgique qui parle, pour refabriquer ces collectifs de défense des droits de ceux qui travaillent, alors que ce travail est émietté et payé à la tâche. On voit un défi en termes de rapport de force politique qui est énorme. Et ça, c'est quand même bien une production qu'accentue la technologie. Les technologies, mais l'IA en particulier, je pense aux activités de service dont on pensait qu'elles seraient jamais délocalisables, hein, qu'il fallait, il y a encore des collègues qui écrivaient, il fallait investir là-dedans parce que ça, c'est pas délocalisable. On pense à tort au service à la personne. Ça, c'est un peu difficile, quoique, on va voir. On peut, voilà. Et en fait, ouais, l'IA permet de découper en petits morceaux des activités de service, donc de l'industrialiser. Et le troisième secteur est en train, lui aussi, d'être réparti façon puzzle sur l'ensemble du territoire, du monde, de la planète. Et ça, c'est quand même aussi
en partie une production de l'IA. Donc, Oui, bah, je c'est suis les deux, quoi, en fait. bah, à partir aussi d'une position marxiste. Je, euh, il y a une chose, oui, il y a deux choses là que je vais. Déjà, la conception du travail industrialisé dans les usines, etc., c'est une vision de travail où Marx s'est basé aussi, c'était notamment en Europe. En Amérique latine, c'est un continent, je ne peux pas me permettre de parler de l'Afrique, mais un peu de l'Amérique latine. C'est un continent où le travail informel était toujours autour des 60%. Donc, le travail dans la usine, pour nous, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le travail classique. Déjà, il y a un sociologue mexicain qui parle de travail atypique pour décrire les activités qu'il y avait en Amérique latine et la manière, on peut l'appeler là, des bruits qu'il y avait chez les travailleurs, que c'est complètement différent qu'ici. Et même la force syndicale, là-bas, c'était différent. Si on prend les modèles de négociation collective que nous avons ici, ou même en Allemagne, la codétermination, etc., c'est rien à voir avec, je ne sais pas, par exemple, les pouvoirs de négociation au Chili, où la négociation, c'est entreprise par entreprise, et le minimum, c'est 8 personnes pour former un syndicat. Du coup, ça fait faiblir toute la force syndicale, etc. Donc, en disant tout ça, je suis d'accord avec la deuxième partie du diagnostic que l'IA aujourd'hui permet encore plus de fragmenter le travail, externaliser encore plus et aussi, Aïe. Et aussi un peu effacer et même le cacher, comme c'est le cas de ce petit, de ces travailleurs de plateforme et des micro-travail. Et aussi, les services qu'on peut faire, le télétravail aussi peut augmenter, ça risque aussi d'augmenter les managers algorithmiques, de voir combien de temps on est connecté, combien de fois on se connecte à notre boîte mail, etc. Donc, oui, avec la deuxième partie, je suis d'accord. Avec la première partie de les 30 glorieuses, on n'a pas connu ça. On a eu Allende, mais ça, c'est une autre, c'est une autre histoire. C'est vrai que ça a été que dans les capitalismes dits matures aujourd'hui, et les pays industrialisés. Ça s'est pas diffusé sauf de façon par poche, hein. Donc, il n'y a pas eu d'effet d'entraînement. Mais je défendais pas ce modèle, hein. Je disais juste qu'il y a un équilibre qui avait été obtenu par rapport de force, en fait. Et que là, moi, je voyais pas comment il allait, si le travail continuait à être émietté et plus représenté par des collectifs de travail. Dans ma vision peut-être basique marxienne, je me dis que voilà, c'est un point pour le capital et un de moins pour le travail, quoi, Non, mais je suis pour aller. complètement d'accord. Sauf que cette lutte, on l'a perdue même avant.